Quelques décennies après l'ascension de Sébastien Thor au trône de l'ecclésiarchie, le cardinal Bucaris fut placé à la tête du diocèse de Gatalamor, au sud-ouest galactique de Terra. Malgré la modeste taille de ce diocèse, Bucaris décida d'y bâtir le plus grand temple jamais élevé à la gloire de l'empereur, et cela, quel qu'en soit le prix. Il dut ainsi asservir les populations dont il avait la charge, mais il se retrouva toutefois rapidement à court d'hommes et de ressources. Utilisant une armée de bandits, il s'empara alors du monde voisin de Randa et des riches mines qui l'appartenaient. Là, il joignit ses forces à celles de l'amiral renégat Shehal et celles du colonel du 25e régiment de la garde impériale régélienne, appelé Gasto. Fort des vaisseaux de Shehal et des troupes de Gasto, il jeta les premières bases de son propre empire, et 50 autres systèmes stellaires tombèrent sous sa coupe dans les 7 années qui suivirent. Le domaine de Bucaris était isolé de l'Imperium après les violentes tempêtes warp qui avaient sévi encore dans cet âge obscur. Ainsi, le peuple n'était pas au courant de la réorganisation de l'ecclésiarchie. Ayant pris le contrôle des voyages interstellaires au sein de son empire, Bucaris décida de continuer à intercepter toute information relative à Terra et annonça que l'ecclésiarchie avait sombré, corrompue par les traîtres et les hérétiques. Détournant des preuves remontant à l'époque de Govendir, il se déclara ensuite comme un véritable gardien de la volonté de l'empereur et le nouveau maître de l'Helvetus Ministerum. Ainsi naquit ce que l'on nomma plus tard le fléau de l'incroyance. Celui-ci s'étenda, et les préceptes de Bucaris devinrent rapidement force de loi. Celui qui ne peut s'aider lui-même est moins qu'un homme, il doit être évincé de l'humanité, dont il ne peut être que le fardeau, était l'une de ses citations les plus populaires. Il était chaleureusement applaudi à chaque fois qu'il en concluait ses serments. Ses fidèles apprirent ainsi à se préoccuper d'eux-mêmes avant toute autre considération, car la race humaine ne trouvait selon lui son salut que si chaque individu ne luttait que pour sa propre réussite. Les faibles seraient abandonnés à leur sort et seuls les forts survivraient. Ainsi, l'ascension de l'humanité ne serait possible que par le respect de cette doctrine. Les mondes soumis à Bucaris se changèrent alors en repères de pillards et de nobles assoiffés de pouvoir. Les amis s'entretuèrent et les familles se disloquèrent dans des haines et des rivalités. Ce qui émergeait de ces tourbillons de démence attirait alors l'attention du cardinal apostate. Outre davantage de puissance, il leur alloua le commandement de compagnies de mercenaires et les chargea de maintenir l'ordre en son nom, récompensant ceux qui le servaient efficacement et châtiant cruellement ceux qui le décevaient. Bucaris développa ainsi son emprise sur la galaxie, veillant à ne pas trop s'approcher de Terra avant que son pouvoir ne soit total. Il se fraya un chemin sanglant vers le nord de l'Imperium, préférant ne plus avancer au sud, où les forces de Sehal risquaient d'être repérées par les bases de Baka, évitant soigneusement les parages de Cadia et de l'œil de la terreur, terrifié à l'idée de voir l'espèce marine du chaos envahir son domaine durement gagné. Une fois la quasi-totalité de la zone soumise à sa loi, 3 nouveaux régiments de la garde impériale rejoignirent les mercenaires de Gasto. Et la flotte de guerre Pacificus, stationnée à Hydrapour, vient d'elle-même se mettre sous ses ordres en croyant ces mensonges selon lesquels l'ecclésiarchie et la Detus Terra étaient tombés. Bucaris estima alors être en mesure d'attaquer Terra, espérant que la ruse et la surprise compenseraient l'armement supérieur de l'ennemi. Heureusement pour l'humanité, il allait commettre là une grave erreur. La bataille du Croc. Sa percée vers le nord avait mené Bucaris au sein des territoires gardés par l'espèce Wolf. Comme la plupart des chapitres de l'Habitus Artartes, ces espèces marines se devaient de protéger leur propre monde, mais aussi ceux situés à sa proximité. Quand l'immense flotte émergea du Warp pour envahir le système d'Albia, il rencontra la Griffe de Russe, un bâtiment de guerre Space Wolf, en patrouille dans ce secteur. Après une brève bataille, au cours duquel ils perdirent de nombreux vaisseaux, ils réussirent toutefois à vaincre l'espèce marine. Bucaris venait alors de payer le prix de son impudence, mais son arrogance le fit considérer ce revers comme une mise à l'épreuve. Le 5e système auquel il s'attaqua après cet accrochage lui réservait cependant quelques surprises. Ce système était celui de Fenris, monde natal des Space Wolf. En dépit de leur infériorité numérique et de leur puissance de feu surpassée par ceux des vaisseaux de la flotte, les vaisseaux Space Wolf se jetèrent sur la Mada de Bucaris dès qu'il eut coupé leur moteur Warp. Effectuant une percée dévastatrice entre ces imposants vaisseaux, puis se regroupèrent au cœur du système,
où ils adoptèrent une stratégie d'attaque et de retraite rapide durant le reste de la bataille. Bien que les 2 tiers de sa flotte soient occupés à combattre, Bucarys parvient à lancer l'assaut contre Fenris. Nombreux de ses vaisseaux transports furent détruits par les tempêtes qui déchiraient la haute atmosphère de la planète ou les tirs de batterie de la forteresse de Space Wolf. Mais une zone d'atterrissage fut toutefois établie. Guidés par le cardinal apostate, des millions de gardes impériaux renégats se déversèrent sur le monde de glace, jurant de venger par le sang leurs camarades tués par les Space Wolves. Des Fenrisiens capturés furent forcés d'équiper l'armée de Bucarys et de poser les routes sur les étendues plates et glacées de la planète, ainsi que d'abattre les arbres gigantesques de leur forêt, afin d'alimenter en carburant les moteurs polyvalents des blindés de l'envahisseur. Les habitants de Fenris ne se soumettaient toutefois pas facilement, et Bucarys savait qu'il devait constamment les surveiller s'il ne voulait pas qu'ils s'échappent et se dressent à nouveau contre lui. Des communautés entières furent donc exterminées en guise d'avertissement, et les récoltes et le bétail furent réquisitionnés par Bucarys et ses officiers, la population réduite en esclavage. Poursuivant l'offensive, Bucarys décida de faire tomber le Croc, la forteresse monastère du Chapitre. D'autres troupes renégates arrivèrent alors en renfort, malgré la destruction par la fosse Space Wolf de nombreux transports, et ainsi, les vallées et les montagnes encerclant l'antique citadelle fourmillèrent bientôt de légions du cardinal apostate. De massives pièces d'artillerie se mirent à cracher leurs obus jour et nuit, et le ciel s'illumina de milliers d'éclairs, ainsi que des lueurs éblouissantes des boucliers énergétiques. Des explosions ébranlèrent les monts d'Asheim, déclenchant de terribles avalanches, tandis que des slaves orbitales creusaient des gouffres béants à la même roche. Mais les remparts blindés du Croc restèrent debout. Les défenseurs lancèrent alors la contre-attaque. Brisant les lignes de siège des renégats, ils neutralisèrent l'artillerie au sol. Des scouts interceptèrent les ravitaillements en munitions de Bucarys, puis les Space Wolves infiltrèrent au cœur des positions ennemies, en divisant les passages secrets qui reliaient le Croc aux montagnes d'Asheim. Hurlant leurs cris de guerre sanguinaires, les griffes sanglantes s'abattirent sur les soldats de Bucarys dans les sombres forêts de Fenris, les égorgeant à main nue afin d'économiser leurs munitions. Les longs crocs tendirent des embuscades aux convois blindés ennemis, n'hésitant pas à pulvériser des montagnes entières pour les ensevelir sous des tonnes de rochers, et les Dreadnoughts s'ouvrirent des chemins sanglants à travers les formations ennemies. Mois après mois, le siège s'éternisa. Bucarys multiplia les attaques contre le Croc en promettant de fabuleux trésors aux premiers hommes qui lui ouvriraient les portes. Mais les Space Wolves tinrent bon et les repoussant en leur infligeant de très lourdes pertes. Le siège dura ainsi durant 3 longues années, au cours desquelles la citadelle résista à d'incessants assauts et bombardements, et davantage d'hommes furent engagés dans la bataille. Bucarys se résigna à faire appel à ses troupes de Gatalamor, quitte à réduire leur garnison au quart de leurs effectifs. Croyant son diocèse hors de danger, il rassembla ses hommes pour un ultime assaut qui se voulait décisif. Mais la fatalité se manifesta de nouveau à l'encontre de ses desseins. À la périphérie du système émergea du Warp, des bâtiments de guerre que les unités de reconnaissance de Bucarys identifièrent comme les barques de bataille Space Wolf revenant de mission. Ces renforts inattendus ne perdirent pas de temps et pulvérisèrent la moitié des flottes renégates dans leur premier assaut. Pris entre deux feux, l'amiral Shehal paniqua et prit la fuite avec ce qui restait de sa flotte. Et plutôt que de le prendre en chasse, les vaisseaux Space Wolf mirent alors le cap sur Fenris. Le retour de la grande compagnie de Karl Grimmblood mit fin aux agissements des gardes félons. Les traîtres furent alors délogés des montagnes et mis à mort sur les plaines d'Asheim, et ceux qui crurent échapper au massacre succombèrent à l'impitoyable climat de Fenris ou à ses meutes de loups géants. Tempête sur Kyros. La défaite de Fenris avait ralenti Bucarys, mais ne l'avait pas anéanti pour autant, et certains de ses lieutenants, envoyés vers l'ouest galactique, s'étaient emparés pour lui de nouveaux systèmes, tandis que grondait encore la bataille du Croc. Des rapports mentionnant une forte résistance lui parvinrent alors du système récemment découvert de Kyros. À la différence de Gatalamor ou de Rana, Kyros n'était pas un monde pauvre et désolé, mais plutôt un monde paradis fertile, cultivé par plusieurs millions d'habitants. Les richesses de Kyros
provenaient essentiellement de ses exportations de fourrures exotiques, d'élixirs précieux, de narcotiques tirés de la flore locale et d'autres douceurs rares et raffinées. Bucaris ne pouvait comprendre pourquoi une planète aussi favorisée prenait-elle le risque d'être détruite en s'opposant à lui. Il étudia alors la question sur le chemin du retour de Fenris vers Gatalamor. Malgré de nombreux carnages qui avaient ensanglanté leur monde, les Kyrosiens demeuraient irréductibles. Le commandant, chargé de briser leur résistance, n'avait cependant pas encore fait usage des moyens de destruction les plus terrifiants, soucieux de ne pas trop endommager la beauté de Kyros, qui pourrait servir de retraite à un Bucaris vieillissant. Séduit par l'idée du commandant, Bucaris dépêcha 3 compagnies supplémentaires sur Kyros, persuadé que ces renforts lui permettraient de rapidement goûter au plaisir de ce paradis naturel et de chasser sur ces collines verdoyantes. Quelle fut donc sa stupéfaction quand il apprit que l'officier dirigeant les manœuvres d'invasion avait capitulé devant les Kyrosiens. Les gardes impériaux n'étaient certes pas les troupes les plus redoutables de l'Imperium, mais jamais une force aussi insignifiante que celle dont avait disposé Kyros n'aurait dû pouvoir leur tenir tête. Des agents spécialement envoyés sur les lieux apprirent alors au cardinal apostate que ces hommes n'avaient pas affronté seulement quelques défenseurs faibles, armés et peu motivés, mais toute une population unie et déterminée. Des millions de partisans, armés de fusils de chasse et d'autres armes improvisées, avaient ainsi harcelé ces troupes en leur tendant des embuscades, avant de se volatiliser dans les collines et les forêts, grâce à leur parfaite connaissance du terrain. Tout le pays était hostile, n'offrant aucun abri, rendant le ravitaillement impossible. Et les gardes impériaux avaient finalement perdu leur dernier espoir de victoire, quand un commando suicide était parvenu à détruire le quartier général avec des explosifs artisanaux. La route de Gatalamor. Peu après les événements de Kyros, un autre monde mineur, la planète de Gurian, se libéra du joug de Baccaris. Armés de pioches et d'instruments de forage, les esclaves mineurs terrassèrent leurs gardiens, escaladant des monceaux de cadavres pour étrangler l'ennemi avec leurs chaînes. Après Gurian, ce fut le tour de Dolzia, puis Volst, qui s'insurgèrent à leur tour, et la rébellion se propagea, à travers l'ensemble du domaine de Bucaris, jusqu'à Gatalamor elle-même. Alors qu'à l'approcher de Kolcha, une petite flotte loyaliste tomba sur une embuscade tendue par Bucaris et fut intégralement détruite. Mais une navette parvint toutefois à se poser sur la planète. Averti de l'atterrissage de cette navette, le commandeur Friedrich Kurst garda ses troupes en alerte totale durant 1 mois, puis 2, puis 6, mais aucune trace de rebelles survivants ne fut trouvée en dépit de recherches intensives. 1 an presque jour pour jour après l'anéantissement de la flotte des insurgés, les paisibles paysans de Kolcha se révoltèrent soudainement, combattant avec des armes rudimentaires et des outils agricoles. Ils incendièrent les récoltes et rasèrent la caserne locale au prix de lourdes pertes, affolant leurs gigantesques animaux de trait, aussi grands que des maisons, les utilisant pour broyer sous leurs pieds les escadrons blindés adverses. Puis, ils détournèrent les rivières pour édonder les villages où les hommes de Kurt étaient cantonnés, n'hésitant pas à ravager leurs propres demeures. Les enfants et les vieillards lancèrent des grenades artisanales faites à partir de carburant local, mettant le feu aux aérations des véhicules et asphyxiant les équipages. Sur les 2 continents de Kolcha, les habitants ne reculaient devant aucun sacrifice pour se débarrasser de leurs oppresseurs. Repoussé de Kolcha et d'une vingtaine d'autres mondes, Bucaris vit alors les coffres de son empire se vider plus rapidement qu'ils ne se remplissaient. Ses soldats commencèrent à déserter, tandis que même ses officiers supérieurs s'entredéchiraient en des conflits stériles. Et la série de révoltes poursuivait ainsi, telle une traînée de poudre. À la fin, Métalor, le système le plus proche de Gatalamor, tomba à son tour quand ses habitants incendièrent la ruche principale de ce monde, en surchargeant les régulateurs de puissance des centrales géothermiques. Le cardinal apostate fit donc doubler les défenses de Gatalamor, exigeant que tout vaisseau pénétrant dans le système soit abordé et soigneusement fouillé. C'est alors qu'un ambassadeur se présenta à son palais. D'une voix grave et menaçante, le visiteur déclara à Bucaris être l'envoyé du confesseur Dolan Kyrosus. Ce confesseur exigeant la reddition immédiate de Bucaris, et plus important encore, il fut sonné de renoncer à son apostasie et à l'hérésie de ses idées sur le sacrifice des faibles. Le grand confesseur
Malheureusement pour lui, le reste de l'émissaire fut alors cloué sur les portes du palais de Bucharis, où ils furent dévorés par les rats. Le confesseur Dolan devait venir en personne sur Gatalamor, et le cardinal apostate tenait à ce que ses esclaves aient déjà un aperçu du traitement que celui-ci subirait. Dès son arrivée, Dolan fut effectivement mis aux arrêts pour actes de trahison et d'hérésie envers l'empereur. Comme Bucharis l'avait annoncé, le confesseur fut enchaîné et promené dans les rues. Des soldats le lapidèrent, le fouettèrent puis plantèrent dans sa chair des crochets de fer auxquels étaient suspendus des poids avant de le pousser dans les rues en le ruant de coups. Rassemblée pour assister au supplice, la foule ne semblait pas approuver l'horrible spectacle, et même si aucune exclamation ne se fit entendre, aucun cri de protestation n'osait s'élever non plus. Dolan fut ainsi montré à travers le continent durant plus de 6 mois de tortures interminables. Ses bourreaux lui interdisant de dormir et ne lui accordant qu'une poignée d'eau croupie pour nourriture. Mais jamais il ne baissa la tête sous les coups et jamais sa fierté ne fut brisée en dépit de ses tourments. Bucharis organisa ensuite un procès public au cours duquel il accusa le confesseur de blasphème, d'hérésie, de trahison, de sédition et de rébellion. Le cardinal apostate tenait à ce que Dolan soit exécuté, mais sans que cela en fasse un martyr. Le confesseur devait être humilié, déclaré coupable de toutes les charges retenues contre lui, et seulement une fois jugé et condamné comme ennemi de l'humanité, il mourrait d'une façon lente et douloureuse. Le procès fut retranscrit dans l'ensemble du système contrôlé par Bucharis, de manière à ce que nul puisse remettre en cause sa validité. Il ne fut évidemment pas équitable, mais le cardinal apostate fit en sorte de faire croire le contraire. Les procédures de procès correctement exécutées furent suivies de centaines de témoignages, récoltés et comparés. Le confesseur accepta de se défendre lui-même, et quand les chefs d'accusation furent tous établis, au terme de 5 longs mois, des milliers de monde attendirent sa plaidoirie avec impatience. Dolan révéla comment il avait mis en garde le peuple de Kyros contre la tyrannie de Bucharis et sa fausse doctrine, et comment il avait donné aux villageois et aux chasseurs la volonté de lutter et de s'unir pour leur liberté. Son témoignage, prouvant alors la puissance de sa foi, ses yeux s'enflammèrent d'un zèle religieux, de grands gestes ponctuaient ses paroles et sa conviction atteignit celle des âmes qui l'écoutaient. Certains le crurent dément, mais à n'en pas douter, il était loyal à l'empereur et prêt à endurer les pires sacrifices, faire tomber Bucharis. Tant et si bien que nombreux ceux qui l'entendirent, s'indignant et se mirent à partager la ferveur de sa haine à l'encontre du cardinal apostate. Le confesseur parla durant 3 jours, décrivant comment il avait persuadé les fermiers de Bélis XIV de charger l'ennemi sous leurs massives machines agricoles, tout en sachant qu'ils y perdraient la vie. Il reconnut avoir mené les Pharatites à l'assaut de la tour immortelle, en les faisant continuer de se battre après que 9000 des leurs aient déjà été tués par les mines antipersonnelles ou les batteries de canons. Il expliqua également comment il avait incité le peuple de Thessoprimis à saboter son propre réseau géothermique, afin de morceler les continents de la planète et d'y déclencher des séismes et des éruptions volcaniques. Ces sacrifices n'étaient pas vains, hurla-t-il, car tous firent reculer le mal et l'hérésie de l'ennemi de l'empereur. Bucharis prit la parole une fois la tirade de Dolan achevée et démontra qu'il s'était lui-même condamné en avouant librement tous les crimes odieux dont il était accusé et ne récusant pas même une seule charge portée contre lui. Il souligna la flagrante opposition du confesseur à l'autorité de l'ecclésiarchie et le qualifia d'anarchiste idolâtre, assurant qu'il menaçait en cela la stabilité de l'impérium. Puis, il déclara ses actes de rébellion et d'hérésie ne méritaient d'autre châtiment que la mort. Il fit mener dans un donjon, appelant la miséricorde de l'empereur sur son âme condamnée. Dolan fut cruellement torturé par les bourreaux de Bucharis pendant près de 8 longs mois, puis il mourut enfin, et jeté aux chiens errants et aux corbeaux. Son corps avait été meurtri au-delà de toute imagination. D'hideeuses cicatrices et brûlures témoignaient de la souffrance effroyable qu'il avait traversée. Mais son visage rayonnait d'une sérénité calme et paisible, en dépit des horribles tourments qui lui avaient été infligés. Ceux qui virent son tourment pleurèrent alors sincèrement, au risque d'être eux-mêmes condamnés à mort pour hérésie.
Et les nécrophages ne firent jamais festin de sa chair, car son cadavre disparut et ne fut jamais retrouvé. La mort du tyran. L'espoir que Bucaris avait de discréditer le confesseur avait échoué, car Dolan avait enfin employé son procès afin de répandre son message à travers les étoiles, d'une manière plus efficace que toute autre. À la nouvelle de sa mort, des éruptions de colère ébranlèrent le domaine du cardinal apostate, et des milliers de mondes s'unirent contre l'oppresseur. Animés d'une même fureur, inspirés par le sacrifice du confesseur, des millions d'hommes et de femmes et d'enfants affrontèrent les soldats de Bucaris de leurs mains nues. Quelques officiers décidèrent de trahir leur maître et ouvrir les portes de son palais aux révoltés afin de leur laisser accomplir leur vengeance. Tandis que les derniers fidèles retenaient la marée humaine qui le poursuivait, Bucaris se résigna à renoncer à son empire pour sauver sa vie et s'engouffra dans un réseau de tunnels qui menait à un spatioport où l'attendait une navette d'évacuation. L'un de ses officiers, les plus proches toutefois, le trahit pour s'échapper à la vindicte des révoltés. Avertis de la fuite imminente du cardinal, les habitants de Gatalamor trouvèrent le spatioport et l'encerclèrent, se jetant eux-mêmes sur les clôtures électrifiées afin d'en court-circuiter les générateurs. Bucaris fut alors happé par la foule et mis en pièces par les mains de plusieurs centaines de milliers d'esclaves assoiffés de vengeance. Sa dépouille ne fut jamais retrouvée, mais quand ses anciens esclaves se dispersèrent, ils ne laissaient derrière eux que les cendres éparpillées d'un brasier.